On dit que le diable ne négocie jamais. Il prend simplement ce qu'il veut. Dominic Caruso était le diable de Detroit. À 37 ans, il contrôlait la police, les juges et tous les coins de rue de la ville. Personne n'osait le regarder dans les yeux plus de 2 secondes. Il avait bâti un empire sur le sang et la peur. Il portait des costumes qui coûtaient plus cher que la maison de la plupart des gens, et son regard était assez froid pour glacer l'âme de n'importe quel homme. Mais un mardi soir de novembre, sous la neige, une fillette de 5 ans nommée Sophia a fait quelque chose qui a coupé le souffle à tout le monde, alors qu'elle était assise à côté de son ravisseur dans l'un des restaurants les plus huppés de Détroit. La petite fille a regardé droit dans les yeux l'homme le plus dangereux de la ville et a fait un signe secret de la main, un appel à l'aide silencieux. La plupart des hommes auraient détourné le regard, mais Dominic Caruso n'a pas hésité une seule seconde. Il a verrouillé les portes du restaurant de l'intérieur et retroussé ses manches et a transformé cette élégante salle à manger en zone de guerre. Voici l'histoire d'un chef mafieux impitoyable qui a détruit son propre empire pour sauver une enfant qu'il n'avait jamais rencontrée. Et comment une serveuse brisée qui n'avait plus rien à perdre est devenue la seule femme capable de voir au-delà du monstre pour découvrir l'homme qui se cachait derrière. Mais avant de nous plonger dans cette histoire émouvante, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. L'horloge murale indiquait 19h47. À l'extérieur du Gilded Lily, la neige de novembre tombait en épaisse nappe silencieuse sur le centre-ville de Detroit. La température était descendue à moins 8 degrés Celsius, suffisamment pour transformer le souffle en nuages blancs et geler les larmes sur les joues d'un sans-abri. Mais à l'intérieur du restaurant, la chaleur enveloppait les clients comme une couverture en cachemire tissée d'argent et de privilèges. Le Gilded Lily n'était pas seulement un restaurant. C'était un temple de l'excès, un sanctuaire pour ceux qui avaient plus de richesses qu'ils ne pourraient jamais dépenser en dite vie. Un immense lustre en cristal Swarovski était suspendu au centre du plafond voûté. Ces cristaux taillés à la main, d'une valeur de 50 000 $, captaient et diffusaient la lumière en 1000 petits arcs-en-ciel qui dansaient sur les murs. Chaque cristal avait été importé d'Autriche. Chacun avait été poli à la main. Chacun valait plus que ce que la plupart des ouvriers de Detroit gagnaient en un mois. Des rideaux de velours bordeaux, aussi épais que des manteaux d'hiver, isolaient les baies vitrées du monde glacial extérieur. Ils bloquaient non seulement le froid, mais aussi la réalité de la ville au-delà des files d'attente au chômage, des maisons saisies, des familles en difficulté se demandant comment elles allaient payer le chauffage cet hiver. À l'intérieur de ce lys doré, ces préoccupations n'existaient pas. Les sols étaient en chêne poli, importés des forêts françaises et cirés jusqu'à refléter la lueur chaleureuse des bougies qui scintillaient sur chaque table. Chaque pas sur ce sol coûtait une petite fortune à entretenir, et le doux écho des chaussures de luxe qui le parcouraient était un son aussi familier ici que le chant des oiseaux dans une forêt. L'air lui-même était enivrant. L'arôme riche et onctueux du wagyu, un bœuf 5 étoiles qui grésillait dans la cuisine, se mêlait au parfum terreux de la truffe noire râpée sur des pâtes qui coûtaient 300 $ l'assiette. En dessous, le parfum profond du vin de Bordeaux 1982 s'exhalait des carafes en cristal. Des bouteilles qui se vendaient plusieurs milliers de dollars chacune et qui étaient consommées ici aussi naturellement que de l'eau. Un jazz doux s'échappait de haut-parleurs cachés, le genre de musique qui n'existait que pour remplir le silence sans attirer l'attention. Les notes douces se mêlaient à la délicate symphonie des couverts en argent touchant la porcelaine de l'Emoja. Un son si raffiné, si soigneusement cultivé, que même le simple fait de manger devenait une démonstration de richesse. Les invités s'harmonisaient parfaitement avec leur environnement. À une table, un sénateur discutait de dons de campagne avec un promoteur immobilier. À une autre, le PDG d'une entreprise automobile recevait des investisseurs japonais. Près de la fenêtre, un juge fédéral et sa femme célébraient leur anniversaire avec du champagne qui coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion. C'étaient ces personnes qui façonnaient le destin de Detroit à huis clos. Les marionnettistes, les hommes d'influence, ceux dont les noms figuraient sur les bâtiments et dont les visages n'apparaissaient jamais dans les photos d'identité, quoi qu'ils aient fait. Une réservation au Gilded Lily nécessitait 3 mois d'attente et 500 $ par personne avant les boissons, avant le vin, avant les pourboires dont dépendaient les serveurs pour survivre. C'était un prix qui achetait non seulement de la nourriture, mais aussi l'exclusivité,
l'intimité, la promesse tacite que tout ce qui se passait entre ces murs resterait entre ces murs. L'atmosphère était étouffante dans sa perfection. Silencieuse comme une église, froide comme un coffre-fort, belle comme une cage dorée, et dans ce monde de fruits et d'argent, un monstre était sur le point de faire éclater la triste vérité de la rue. La table sept se trouvait dans le coin le plus éloigné du Gilded Lily, nichée dans une alcôve ombragée, où la lumière du lustre atteignait la peine. Ce n'était pas la meilleure table du restaurant. Ce n'était pas la plus belle, ni la plus romantique, ni celle qui offrait la plus belle vue, mais c'était la plus stratégique. Depuis la table 7, un homme pouvait voir à la fois l'entrée principale et la porte menant à la cuisine. Il pouvait observer chaque client arriver et chaque serveur sortir. Il pouvait repérer les problèmes avant qu'ils ne le repèrent. Dominic Caruso avait revendiqué cette aile il y a 12 ans, alors qu'il était encore un jeune homme de main, les mains couvertes de sang et l'ambition brûlant dans sa poitrine. À 37 ans, il était désormais le roi incontesté de la pègre de Detroit, et il était toujours assis dans le même coin, sur la même chaise, avec la même vue sur toutes les issues possibles. Les vieilles habitudes ne mouraient pas. Elles vous maintenaient en vie. Ce soir, comme tous les mardis soirs, Dominic occupait son trône d'ombre. Son costume bion charbon, taillé sur mesure à Milan et d'une valeur de 15 000 $, épousait ses larges épaules comme une seconde peau. Une montre Patek Philippe brillait à son poignet, sans être tape à l'œil ni ostentatoire, mais déclarant discrètement que son propriétaire pouvait acheter tout le restaurant sans sourciller. Ses ongles étaient coupés avec une précision chirurgicale, propre et courte. Les mains d'un homme qui prêtait attention aux détails, car les détails faisaient la différence entre l'Empire et la tombe. En face de lui était assis Vincent Moretti. À 52 ans, Vincent ressemblait davantage à un professeur d'université qu'à un homme qui avait fait disparaître 17 personnes sans laisser de traces. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement peignés en arrière, laissant apparaître un front pensif, et ses lunettes à monture dorée perchées sur son nez lui donnaient un air de sagesse savante. Il portait un blazer bleu marine sur un pull crème, l'image même de la respectabilité académique. Mais derrière ses yeux doux se cachait un esprit capable d'orchestrer la disparition d'un corps en moins de 3 heures, sans laisser de preuves, de témoins ni de questions. Vincent travaillait pour la famille Caruso depuis avant même que Dominic ait mué. Il était à la fois conseiller, confesseur et bourreau. Quelles que soient les circonstances, Vincent coupait ses philomènes avec une précision minutieuse tout en parlant d'une voix suffisamment basse pour ne pas dépasser la nappe blanche qui les séparait. La livraison en provenance de Miami a été retardée. Les douaniers veulent un pourcentage plus élevé, le double de ce qui avait été convenu. Dominic leva son verre de vin rouge, un Château Margaux 196, sombre comme du sang séché, et le fit tourner lentement. Le liquide reflétait la lumière des bougies, projetant des ombres cramoisies sur ses doigts. Son visage ne trahissait aucune émotion. Ses yeux sombres, noirs comme le fond d'un puits, restaient fixés sur le vin comme s'il renfermait les réponses à toutes les questions de l'univers. « Payez-les, dit-il finalement, d'une voix calme comme une eau tranquille. Puis renvoyez-les, remplacez-les par nos propres employés. » Il prit une gorgée, laissant le vin reposer un instant sur sa langue avant de l'avaler. « Je suis fatigué de louer la loyauté. » Vincent acquiesça sans poser de questions. Il travaillait avec Dominic depuis assez longtemps pour savoir que lorsque le patron donnait un ordre, cet ordre était déjà exécuté. Il n'y avait pas de négociation, pas de discussion, seulement l'exécution. Dominic posa son verre et laissa son regard vagabonder dans le restaurant, balayant les clients fortunés, les lustres étincelants, les serveurs silencieux qui observaient sans cesse. La cloche en laiton au-dessus de l'entrée tinta. C'était un son doux, délicat et discret, conçu pour alerter le personnel sans perturber l'atmosphère raffinée. Un son qui se produisait des dizaines de fois chaque soir à mesure que l'élite de Detroit allait et venait. Mais les yeux de Dominic se tournèrent instantanément vers la porte. 12 années de survie avaient entraîné son corps à réagir à tout changement dans son environnement, aussi minime soit-il. Une porte qui s'ouvrait, une ombre qui bougeait, un bruit qui n'avait pas sa place. Son instinct l'avait maintenu en vie à travers 3 tentatives d'assassinat, 2 enquêtes fédérales et d'innombrables trahisons. Il faisait davantage confiance à son instinct qu'à n'importe quel être humain.
Et à ce moment précis, cet instinct hurlait. L'homme qui franchissait la porte n'avait pas sa place au Gilded Lily. Travis Holloway, même si Dominic ne connaissait pas encore son nom, portait un costume qui trahissait sa pauvreté plus clairement que n'importe quel mot. Le tissu était du polyester bon marché, du genre vendu dans les magasins discount et les centres commerciaux, et il brillait d'un éclat artificiel sous le lustre en cristal. Les épaules étaient mal ajustées, les manches étaient trop longues. Tout dans cette tenue criait l'imitation, une tentative désespérée de paraître riche, qui ne faisait que souligner à quel point il était loin de l'être. Mais ce n'était pas le costume qui retenait l'attention de Dominic. C'était de la sueur. Des gouttes de sueur perlaient sur le front de l'homme, glissant sur ses tempes, alors qu'il venait d'entrer par une température de -8 degrés Celsius. Ses yeux pâles, larmoyants et rougis par le stress, haleine et venaient frénétiquement entre l'entrée principale et la porte de la cuisine. D'avant en arrière, comme un rat pris au piège dans un labyrinthe, calculant des voies de sortie qui n'existaient pas. Sa voix, lorsqu'il s'adressait à l'hôtesse, était trop forte. Elle brisait le silence cathédral du restaurant comme une pierre traversant un vitrail. Une table pour deux, quelque part au calme. Mais Dominic entendait à peine les mots. Son regard s'était déjà posé sur la petite silhouette traînée derrière l'homme. Une petite fille, âgée de 5 ans tout au plus. Elle portait une robe bleu pâle avec de minuscules fleurs imprimées sur le tissu. Une robe qui avait autrefois été jolie, peut-être même belle, avant que quelqu'un ne l'attrape brutalement et ne la tire en avant. Elle pendait désormais, froissée et tordue, sur son petit corps, le ruban à la taille à moitié défait et traînant derrière elle. Dans son bras libre, elle serrait un ours en peluche. L'animal en peluche était vieux, usé par des années d'amour, le ventre déchiré et le rembourrage blanc s'échappant comme des traînées. Ses yeux en plastique étaient devenus troubles avec l'âge, fixant le vide avec le regard absent des objets oubliés. La main de l'homme enserrait son petit poignet, le serrant si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Aucun sang ne pouvait circuler dans cette étreinte. Aucune sensation ne pouvait atteindre ses petits doigts. Elle était tenue comme on tient un objet, pas une personne, et elle ne pleurait pas. Ce détail frappa Dominic comme un coup de poignard entre les côtes. Les enfants pleurent. C'est ce qu'ils font quand ils ont peur, quand ils ont mal, quand ils sont confus. Les larmes sont la seule arme dont dispose un enfant contre un monde trop grand et trop cruel pour être compris. Mais les yeux de cette petite fille, grands, bruns et marqués par la souffrance, restaient secs. Son visage était inexpressif. Elle s'était retirée quelque part au plus profond d'elle-même, là où la douleur ne pouvait l'atteindre. Dominic comprit alors avec la certitude d'un homme qui avait vu trop de ténèbres dans sa vie. Cet enfant avait appris que pleurer ne faisait qu'aggraver la douleur. Travis avait peur parce qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Sophia était terrifiée parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Et c'étaient deux types de peurs très différents. L'hôtesse les installa à 3 tables de Dominic, assez près pour observer. Assez près pour entendre des bribes de conversation lorsque la musique jazz s'estompait entre les morceaux. Assez près pour voir chaque détail qui confirmait ce que l'instinct de Dominic lui avait déjà révélé. Travis se pencha par-dessus la table dès qu'ils s'assirent. Son visage à quelques centimètres de l'oreille de la petite fille, ses lèvres bougeaient rapidement, les mots sortant dans un murmure rauque qui ne traversait pas la pièce, mais qui n'avait pas besoin d'être traduit. Dominic avait vu cette expression 1000 fois auparavant sur les visages d'hommes proférant des menaces, lançant des avertissements, promettant de la douleur. Les épaules de l'enfant se replièrent vers l'intérieur, se recroquevillant contre sa poitrine, comme si elle pouvait se réduire à la plus petite taille possible, comme si elle pouvait disparaître complètement. Ses doigts se crispèrent autour de l'ours en peluche déchiré, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, comme la main exsanguée toujours prisonnière de l'étreinte de Travis sous la table. Mais elle ne fit aucun bruit. Pas un gémissement, pas un cri, pas même une inspiration brusque. Elle absorba simplement la menace comme une éponge absorbe l'eau, l'ajoutant à toutes les autres menaces qu'elle avait déjà absorbées au cours de sa courte et brutale existence. Puis ses yeux se mirent à bouger lentement, désespérément. Sophia balaya le restaurant du regard. Son regard passa d'une table à l'autre, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait la sauver.
Elle vit des couples riches rire autour de bouteilles de vin à 300 $. Ils ne la regardaient pas. Elle vit des hommes d'affaires en costume sur mesure discuter d'affaires valant des millions. Ils ne la remarquaient pas. Elle vit des serveurs glisser entre les tables avec des plateaux en argent, en équilibre sur le bout des doigts, trop concentrés sur leur travail pour jeter un regard à une petite fille en robe froissée. Elle vit des peintures à l'huile accrochées au mur, des cadres ciselés entourant les portraits de personnes disparues depuis longtemps, qui fixaient la salle de leurs yeux qui ne verraient plus jamais rien. Personne ne la regardait, personne ne la remarquait, puis son regard s'arrêta. Il se posa sur l'homme assis dans le coin, l'homme à la table sept, l'homme au costume sombre et aux yeux encore plus sombres, assis dans l'ombre comme un prédateur attendant sa proie. En une seconde, elle l'avait trouvé. Dominique sentit le poids de son regard comme un contact physique. Ses yeux bruns trop vieux pour son jeune visage se fixèrent sur les siens avec une intensité qui fit crépiter l'air entre eux. Elle le tint pendant 2 secondes. Elle ne détourna pas le regard, ne broncha pas, ne cligna pas des yeux. Cet enfant qui avait appris à se rendre invisible choisissait d'être vu. Elle se décida en 3 secondes. Lentement, prudemment, Sophia leva sa petite main vers sa poitrine, la plaçant là où la composition florale bloquait complètement la vue de Travis. Elle glissa son pouce dans sa paume, puis elle replia ses 4 autres doigts dessus, formant un point qui n'en était pas tout à fait un. Dominique se figea. Il connaissait ce signal, le signe universel pour demander de l'aide, le cri silencieux des victimes de trafic, des otages, de ceux qui sont retenus contre leur gré. « Je suis en danger. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Quelque chose s'enflamma dans la poitrine de Dominique. Pas une colère brûlante, quelque chose de bien plus dangereux. Une fureur froide, ancienne et patiente, surgissant des profondeurs dont il avait oublié l'existence. La fureur d'un garçon qui avait autrefois vu sa mère mourir sans pouvoir rien faire pour l'empêcher. Dominique posa son verre de vin. Le doux tintement du cristal touchant le chêne était à peine audible, un murmure qui aurait dû être noyé par la musique jazz et le brouhaha des conversations. Mais pour Vincent Moretti, qui avait passé 25 ans à observer chaque mouvement de Dominic Caruso, ce petit bruit résonna comme un coup de feu. Il leva les yeux de son steak, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Dominic se levait de sa chaise. Le mouvement était lent, délibéré, chaque geste contrôlé avec la précision d'un homme qui ne gaspillait jamais son énergie pour quoi que ce soit d'inutile. Il se redressa de toute sa hauteur, les épaules en arrière, la colonne vertébrale allongée, jusqu'à remplir la niche sombre de quelque chose de bien plus grand que sa simple présence physique. Ses mains se posèrent sur sa veste de costume, avec des doigts qui ne tremblaient pas, qui n'avaient jamais tremblé. Même lorsqu'il appuyait sur la gâchette ou signait des condamnations à mort, il ne tremblait pas. Il boutonna le seul bouton de sa poitrine. C'était un rituel dont Vincent avait été témoin des dizaines de fois auparavant. Le rituel que Dominique accomplissait avant d'entrer en guerre. Dominique, la voix de Vincent était basse, urgente, dépourvue de son calme professoral habituel. Nous avons une réunion avec le conseil dans 1 heure. La situation Castellano doit être résolue ce soir. Dominique ne répondit pas. Son regard restait fixé sur quelque chose à l'autre bout du restaurant, sur la petite fille assise à la table, 3 rangées plus loin, serrant son ours en peluche déchiré, avec un désespoir qui lui faisait blanchir les jointures. « C'est une affaire civile », insista Vincent en posant ses couverts avec un contrôle minutieux. « Peu importe ce qui se passe là-bas, cela ne nous concerne pas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attirer l'attention. Pas ce soir. Annulez la réunion. » Les mots sortirent de la bouche de Dominique comme des pierres tombant dans une eau calme. Plat, définitif, ne laissant aucune place au doute. Vincent serra les mâchoires. « Dominique, qu'est-ce que tu fais? » Pour la première fois, Dominique regarda son conseiller. Et ce que Vincent vit dans ses yeux noirs fit se glacer le sang dans ses veines. Il avait déjà vu Dominique en colère. Il l'avait vu impitoyable, sans pitié, froid comme une tombe en hiver. Mais là, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui brûlait d'une flamme sombre que Vincent n'avait pas vu depuis la nuit où un garçon de 12 ans avait regardé sa mère mourir en sortant les poubelles. Dominique se retourna et se mit à marcher. Il se déplaçait comme une panthère émergeant de l'herbe haute, fluide. Silencieux, chaque muscle sous son costume à 15 000 $ se tendait, prêt à bondir.
Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le tapis de velours rouge foncé. Son ombre s'étirait derrière lui comme un sombre présage. Le restaurant devint silencieux. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Les fourchettes s'arrêtèrent au-dessus des assiettes. Les verres de vin restèrent suspendus devant les lèvres. Les invités du Lys doré ne savaient pas pourquoi ils avaient cessé de parler. Ils ne comprenaient pas le frisson soudain qui leur parcourait l'échine, mais un instinct ancestral enfoui profondément dans l'ADN humain. L'instinct qui avait permis à leurs ancêtres de survivre lorsque les prédateurs rôdaient dans la savane reconnaissait ce que leur esprit conscient ne pouvait percevoir. La mort marchait parmi eux, et elle avait faim. Dominic s'arrêta à côté de la table de Travis. Il resta là en silence, son ombre tombant sur la nappe blanche comme une sombre prophétie. La lumière des bougies vacillait sur son visage, sculptant ses traits en quelque chose d'ancien et de terrible, une statue du jugement rendue en chair et en os. Travis leva les yeux, sa pomme d'Adam bougea lorsqu'il déglutit, et une nouvelle couche de sueur apparut sur son front. Mais il força ses lèvres à former quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Un masque désespéré recouvrait sa peur évidente. « Il y a un problème, mon pote? » Sa voix se brisa sur le dernier mot, trahissant tout ce que le masque essayait de cacher. Dominic ne le regarda pas. Son regard se porta directement sur Sophia, sur ses grands yeux bruns qui avaient osé traverser une pièce remplie d'étrangers indifférents et demander le salut à un monstre. Pendant un instant, la dureté de son visage s'adoucit légèrement, juste assez pour qu'un observateur averti le remarque. Quand il parla, sa voix était veloutée, mais ferme, douce d'une manière qui semblait presque impossible chez un homme qui dégageait une énergie aussi mortelle. « Tu aimes la crème glacée, ma chérie? » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle regarda Dominic, puis Travis, puis à nouveau Dominic. Son petit corps tremblait sous l'effet de l'espoir, l'émotion la plus dangereuse pour une enfant qui avait appris à ne s'attendre qu'à la douleur. Lentement, timidement, acquiesça-t-elle. « Brave fille, » dit Dominic. La douceur demeurait, mais sous-jacente, il y avait quelque chose de froid et de patient. « Va au bar là-bas. Trouve l'homme au gilet rouge. Dis-lui de te préparer un sundae au chocolat. Va-y maintenant. » Travis se leva d'un bond, sa chaise grinçant sur le parquet en chêne, le visage rouge écarlate, envahi par un mélange explosif de colère et de terreur. « Hé, pour qui te prends-tu? » grogna-t-il, la bave aux lèvres. « Cette fille est ma fille. Elle reste avec moi. Elle ne va nulle part. » Sa main droite commença à se diriger vers l'intérieur de sa veste. Dominic le vit. Il vit tout, et il n'attendit pas. Dans un mouvement plus rapide que la pensée, plus rapide que l'instinct, plus rapide que les synapses du cerveau de Travis ne pouvaient le traiter, la main de Dominic jaillit et saisit le couteau à steak sur la table. La lame brilla d'un éclat argenté à la lueur des bougies pendant un battement de cœur figé, puis elle s'abattit. L'acier transperça la peau avec un bruit humide et déchirant. Elle trancha les tendons comme s'ils étaient du papier mouillé. Elle broya l'os dans un craquement écœurant avant de ressortir de l'autre côté et de s'enfoncer dans la table en chêne, s'enfonçant de 5 centimètres dans le bois. La main de Travis était clouée à la table comme un papillon dans une boîte de collectionneur. Le sang jaillit de la blessure, se répandant sur la nappe blanche immaculée comme une fleur cramoisie. Il imprégna le tissu, coula sur le sol poli, éclaboussa les assiettes en porcelaine fine et les verres en cristal. Travis hurla. Le son qui jaillit de sa gorge n'était pas humain. C'était le cri d'un cochon abattu, le hurlement d'un animal pris au piège, une explosion brute d'agonie qui brisa le silence raffiné du lys doré comme un marteau sur du verre. Mais Dominic n'avait pas fini. Avant que Travis n'ait le temps de reprendre son souffle pour pousser un autre cri, Dominic lui saisit une poignée de cheveux et lui tira la tête en arrière. Puis, avec toute la force de son impressionnante puissance, il écrasa le visage de Travis sur la table à côté de la main empalée. L'impact fut catastrophique. Le nez de Travis explosa au contact, le cartilage se brisant dans un craquement humide qui résonna dans tout le restaurant. Le sang gicla en arc de cercle sur la nappe, le panier à pain et la salade intacte. 3 dents jaillirent de sa bouche, rebondirent sur la surface en chaîne avant de tomber bruyamment sur le sol. La table elle-même se fendit en son milieu, un gémissement de bois se brisant sous la violence. Le restaurant fut plongé dans le chaos. Les femmes hurlèrent, les hommes se levèrent d'un bond,
renversant les chaises et faisant tomber les verres à vin sur le sol. Le cristal vola en éclats, les bougies se renversèrent. Une femme âgée vêtue de perles et de soie s'évanouit dans les bras de son mari. Un sénateur de l'État se précipita vers la sortie, oubliant toute dignité. Vincent Moretti traversa le chaos comme un fantôme. Il atteignit le comptoir d'accueil au moment où le gérant saisissait le téléphone de ses mains tremblantes, ses doigts s'appuyant frénétiquement sur les touches du 911. Vincent lui retira doucement mais fermement le combiné des mains et le reposa sur son socle. « Pas de police !» dit Vincent d'une voix étrangement calme au milieu des cris. Tout le monde dehors, le restaurant est fermé pour la soirée. Le directeur ouvrit la bouche pour protester. Mais quelque chose dans les yeux de Vincent, quelque chose de froid et de définitif, étouffa les mots avant qu'ils ne puissent se former. 2 minutes plus tard, le lit doré était vide. Seul Dominic restait, debout près de Travis qui gémissait. Seul Vincent gardait la porte, le visage impassible. Seule Sophia serrait son ours en peluche près du bar, ses grands yeux bruns fixés sur l'homme qui venait de devenir son improbable sauveur. Et le sang continuait de se répandre sur la nappe blanche, silencieux et patient comme la mort elle-même. Le silence revint au Gilded Lily. Mais ce n'était pas le silence raffiné de tout à l'heure, le silence de la richesse et des privilèges, des bulles de champagne et des secrets chuchotés. C'était le silence d'un champ de bataille après que les armes se soient tues. Lourd, suffocant, épais, imprégné de l'odeur cuivrée du sang et de la puanteur aigre de la peur. 3 personnes restaient dans le restaurant. Vincent se tenait à l'entrée, le dos contre les portes verrouillées, ses lunettes à monture dorée reflétant la lumière du lustre, son visage ne trahissant rien. Mais sa main reposait à l'intérieur de sa veste, les doigts enroulés autour du pistolet qu'il portait toujours. Sophia était assise au bar, ses petites jambes pendantes sur un tabouret trop haut pour elle. Elle serrait contre sa poitrine un ours en peluche déchiré dont les yeux troubles fixaient le vide. Mais ses yeux anciens et perspicaces, restaient fixés sur Dominic avec une intensité qui démentait ses 5 ans, et Dominic se tenait debout devant Travis, observant la mare de sang sous la main empalée de l'homme avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant une expérience. Où est-ce la mère de la petite? La question sortit d'une voix monocorde, sans émotion, aussi désinvolte qu'une question sur la météo. Travis leva la tête, le visage grotesque, couvert de sang, de morve et de larmes. Son nez brisé avait déjà commencé à enfler, déformant ses traits jusqu'à le rendre à peine humain. Mais le désespoir lui donna du courage, ou peut-être simplement de la stupidité. « Sa mère est morte », allaita-t-il. Les mots bouillonnaient dans sa bouche pleine de sang. « Accident de voiture il y a 2 ans. Je suis son tuteur légal. J'ai les papiers. Vous n'avez pas le droit de bouger. » Le mouvement de la barre attira le regard de Dominic. Sophia secouait la tête. Ce n'était pas un refus gentil, ni un désaccord timide. Elle secouait la tête avec un désespoir violent, ses cheveux bruns fouettant son visage baigné de larmes. Tout son petit corps tremblait sous la force de sa protestation silencieuse. « Non, ce n'est pas vrai, il ment. » Dominic regarda Travis, un sourire fin apparut sur ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire amusé. C'était le sourire de la mort avant que la faux ne tombe. Sa main enserra le manche du couteau, maintenant toujours la main de Travis sur la table. Et il tourna. La lame pivota d'un quart de tour, l'acier grinçant contre l'os brisé, élargissant la blessure, déchirant la chair et les tendons avec un bruit semblable à celui de gravier humide écrasé. Le cri de Travis était inhumain, son corps convulsif, sa main libre griffant l'air, ses jambes battant inutilement le sol. Des larmes et du sang coulèrent sur son visage défiguré, tandis qu'il hurlait sa douleur au lustre indifférent au-dessus de lui. « S'il vous plaît, sanglota-t-il. Arrêtez, je vous en prie. Je vais vous dire, je vais tout vous dire. » Dominic maintint le couteau immobile, mais ne le lâcha pas. « Continue. » Le mot était glacial. Sa mère est vivante. Travis gémissait, chaque mot lui arrachant un sanglot. « Elle est dans la cuisine. Elle travaille ici comme serveuse. J'ai emmené la fille pour faire pression sur elle. Elle doit de l'argent à Voulov, beaucoup d'argent. Je lui ai dit que si elle ne vidait pas le coffre-fort et ne me donnait pas l'argent, elle ne reverrait jamais sa fille. Elle laisse la base en ce moment même, en train d'essayer de l'ouvrir. Je vous en prie, je ne faisais que suivre les ordres. Ils m'ont forcé à le faire. » Dominic le fixa longuement du regard.
Puis il retira le couteau. Travis s'effondra sur la table, serrant sa main mutilée contre sa poitrine, le sang imprégnant son costume bon marché en polyester, tandis qu'il gémissait comme un animal blessé. Dominic se tourna vers Vincent, la voix froide et définitive. « Si ce verre bouge, tue-le. » Vincent acquiesça sans un mot, et Dominic se dirigea vers la porte de la cuisine. Dominic ouvrit la porte de la cuisine d'un coup de pied. Les charnières hurlèrent de protestation lorsque le métal heurta le métal. Le son résonna dans la cathédrale en acier inoxydable de la cuisine de Gilded Lily comme un coup de tonnerre. La porte rebondit contre le mur et se balança en arrière. Mais Dominic était déjà passé. Sa silhouette sombre remplissait l'embrasure de la porte comme un présage de malheur. Le personnel de cuisine avait entendu les cris provenant de la salle à manger. Ils avaient entendu le chaos, le verre se briser, les hurlements inhumains d'un homme à l'agonie. Et maintenant, ils se blottissaient dans le coin le plus éloigné comme des moutons confrontés à un loup. Cuisiniers, plongeurs, commis, tous serrés les uns contre les autres, dans une masse d'uniformes blancs et d'yeux terrifiés. Personne ne bougeait, personne ne parlait, personne ne respirait même. Mais l'attention de Dominic n'était pas sur eux. Son regard balaya la vaste cuisine avec ses cuisinières industrielles étincelantes et ses casseroles en cuivre suspendues à des supports au plafond, puis s'arrêta au centre de la pièce. Une femme était agenouillée devant un coffre-fort mural, lui tournant le dos, les épaules secouées de sanglots saccadés. Derrière elle se tenait le chef cuisinier, un homme corpulent à la moustache brûlée et aux lèvres cruelles, qui la dominait comme un vautour attendant que sa proie cesse de se débattre. « Dépêche-toi, grogna le chef, la voix pleine de mépris. « Tu veux revoir ton enfant? Alors dépêche-toi. Ouvre ce fichu coffre-fort. » Dominic le regarda. Une seule fois, juste un seul regard de ses yeux noirs sans fond. Les mots du chef moururent dans sa gorge. Son visage devint pâle comme de la neige fraîche, et sans un mot, il recula, heurtant une étagère à épices avant de se précipiter vers les autres employés dans le coin, désespéré de disparaître dans la foule. Dominic s'avança. À chaque pas, la femme devenait plus nette, et à chaque pas, quelque chose se serrait dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Elle portait l'uniforme noir et blanc d'une serveuse du Gilded Lily, mais il pendait sur elle comme des vêtements sur un épouvantail, froissé et de travers. Son tablier blanc avait été tiré sur le côté, les liens à moitié défaits, comme si quelqu'un l'avait saisi brutalement et traîné jusqu'ici. Ses cheveux bruns s'étaient échappés de ce qui avait été un chignon soigné, tombant maintenant en boucles emmêlées sur ses épaules tremblantes. Ses mains flottaient au-dessus du clavier du coffre-fort, tremblant si violemment qu'elle ne parvenait pas à appuyer sur les bons chiffres. Ses doigts tapaient sur les boutons, rataient, tapaient à nouveau. Un sanglot s'échappait de ses lèvres à chaque tentative infructueuse. Dominic s'approcha et les détails de son apparence devinrent terriblement clairs. Sa peau était pâle, non pas le teint sang de quelqu'un qui travaille à l'intérieur, mais le blanc maladif d'une personne qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. De profondes ombres creusaient des cernes sous ses yeux, des ecchymoses violacées dues à l'épuisement qu'aucune quantité de sommeil ne pouvait guérir. Ses pommettes ressortaient nettement sous sa peau, signe indéniable de malnutrition. Puis il vit les cicatrices. Une série de brûlures circulaires sur son poignet gauche, les marques distinctives de cigarettes enfoncées dans la chair. Son petit doigt droit était plié à un angle anormal, tordu et raide. Un os qui avait été cassé et qui n'avait jamais été correctement remis en place. Cette femme n'était pas simplement fatiguée. Elle était en train de mourir. Lentement, invisiblement, elle était réduite en poussière par une vie qui ne lui avait montré que de la cruauté. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont elle continuait d'essayer d'ouvrir ce coffre-fort. Quelque chose dans la détermination désespérée de ses mains tremblantes. Comme une fleur piétinée sous une botte, écrasée dans la boue, tendant encore vers la lumière avec ses dernières forces, Dominic ne pouvait détourner le regard. Il s'agenouilla à côté d'elle, d'un mouvement doux, à l'opposé de la brutalité dont il avait fait preuve quelques minutes auparavant. Helena se retourna, ses yeux bruns, de la même couleur chocolat que ceux de ses filles, s'écarquillèrent de terreur. Elle leva les mains pour se protéger le visage, paume vers l'extérieur, doigts écartés,
dans un geste de défense instinctif propre à quelqu'un qui a été frappé trop souvent pour pouvoir les compter. « S'il vous plaît, sanglota-t-elle d'une voix rauque et brisée, je vais vous donner l'argent. Ne faites pas de mal à Sophia. Je vous en prie, ce n'est qu'une enfant. Ne faites pas de mal à ma fille. » Le regard de Dominic se posa sur le badge nominatif accroché de travers à son uniforme. Elena. Elena. Le nom sortit de ses lèvres comme une prière, d'une douceur qui le surprit lui-même. Elena se figea. Ses mains restèrent levées, mais ses sanglots s'interrompirent. La confusion transparaissait dans ses yeux terrifiés. Cette voix incroyablement douce ne correspondait pas à l'odeur de sang qu'elle pouvait sentir sur lui. Elle ne correspondait pas au danger qui émanait de chaque centimètre de son corps. Dominic croisa son regard et le soutint. « Votre fille est en sécurité, » dit-il calmement. « L'homme qui l'a enlevée est allongé là-bas, avec un trou dans la main. Levez-vous. » La Rolls-Royce Phantom noire glissait dans les rues enneigées de Detroit comme une ombre dans un rêve. À l'extérieur des vitres teintées, la ville dormait sous un manteau blanc. Les lampadaires projetaient des halos oranges à travers la neige qui tombait. Des sans-abri se blottissaient dans les entrées d'immeubles, invisibles au monde. Des sirènes de police hurlaient au loin, poursuivant des crimes qui ne seraient jamais résolus. C'était Detroit la nuit, belle et brisée, gelée et oubliée. À l'intérieur de la voiture, la chaleur bourdonnait depuis des bouches d'aération cachées, mais elle ne pouvait pas atteindre le froid qui s'était installé dans les os d'Elena. Elle était assise dans le coin le plus éloigné de la banquette arrière, pressée contre la portière comme si elle pouvait la traverser et s'échapper dans la nuit. Sophia était blottie contre sa poitrine. Le visage de la petite fille était enfin paisible et épuisé par le sommeil. Sa respiration était lente et profonde, chaque expiration en buant légèrement l'espace entre elles. Elle serrait toujours dans ses petits bras l'ours en peluche déchirée, dont les yeux troubles fixaient le vide. Elena ne dormait pas. Elle gardait les yeux rivés sur la nuque de Dominic, l'observant dans l'obscurité de l'habitacle. Il était assis sur le siège passager avant, parfaitement immobile, sa silhouette se découpant contre les lampadaires comme une statue antique et terrifiante. Elle avait vu ce qu'il avait fait à Travis, le couteau planté dans la main, le visage écrasé contre la table, le sang se répandant sur la nappe blanche comme une rose épanouie. Elle avait entendu les cris, ces cris horribles et inhumains qui résonnaient à travers la porte de la cuisine. Cet homme était dangereux, plus dangereux que Travis, plus dangereux que tous ceux qu'elle avait rencontrés au cours de ses 26 années de survie dans la violence. Et pourtant, il avait sauvé Sophia. Il s'était agenouillé à côté d'Elena dans cette cuisine et avait prononcé son nom comme s'il comptait. Il l'avait regardée avec des yeux qui ne reflétaient pas seulement de la cruauté. Que voulait-il d'elle? La question tournait dans son esprit comme un vautour, mais l'épuisement l'attirait vers le bas avant qu'elle ne puisse trouver une réponse. La voiture s'engagea sur une route privée et Elena eut le souffle coupé. Des portes en fer forgé se dressaient devant eux, 4 mètres de métal noir surmonté de pointes qui griffaient le ciel nocturne. Des caméras de sécurité pivotant vers le véhicule, des lumières rouges clignotant dans l'obscurité. Les portes s'ouvrirent sans un bruit, révélant une longue allée de gravier bordée de rosiers chargés de neige. Puis le manoir apparut. 3 étages de pierre blanche et de colonnes romaines se dressaient dans la nuit comme un palais d'un autre siècle. Les vitres pare-balles reflétaient la lueur dorée et chaleureuse des lumières à l'intérieur. Des gardes armés se tenaient au garde-à-vous de chaque côté des imposantes portes d'entrée, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Elena retint son souffle. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. Un monde si éloigné de son studio sans chauffage, de ses 4 emplois et de ses 3 heures de sommeil, qu'il aurait tout aussi bien pu exister sur une autre planète. Un monde où une serveuse comme elle n'était pas censée mettre les pieds. La voiture s'arrêta, les portes s'ouvrirent et avant qu'Elena n'ait pu comprendre ce qui se passait, une femme d'âge moyen vêtue d'un uniforme de femme de ménage impeccable apparut à ses côtés. « Madame Chen va s'occuper de l'enfant », dit Dominic d'une voix qui trancha dans le quotidien d'Elena. « Elle va la laver, la nourrir et la mettre au lit. » Elena serra instinctivement Sophia dans ses bras. Tout son instinct maternel lui criait de ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner sa fille à des étrangers dans cette forteresse de richesse et de pouvoir. Mais son corps la trahissait.
Ses muscles tremblaient d'épuisement, sa vision était floue. Dominic se tourna vers elle, et quelque chose dans ses yeux noirs s'adoucit légèrement. Ça suffit. Personne ici ne fera de mal à votre enfant, Elena. Vous avez ma parole. Et malgré tout, malgré le sang sur ses mains, malgré la violence dont elle avait été témoin, malgré tous ses instincts de survie, Elena le crut. Le salon était vaste, ses hauts plafonds disparaissant dans l'ombre au-dessus de la lueur du feu. Les flammes dansaient derrière une vitre résistante à la chaleur, projetant des reflets orange et dorés sur les tapis persans et les meubles en cuir. La chaleur aurait dû être réconfortante, mais Elena n'en ressentait rien. Elle s'assit sur le bord d'un canapé en cuir noir, le corps raide, les mains jointes sur ses genoux comme une prisonnière attendant son jugement. Dominic occupait le fauteuil en face d'elle, ses longues jambes croisées, ses yeux sombres fixés sur son visage avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Le feu éclairait la moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre, reflet parfait de l'homme lui-même. « À qui devez-vous de l'argent » demanda-t-il. « Et combien » La question resta en suspens entre eux, simple et dévastatrice. Elena baissa les yeux vers ses mains, les callosités sur ses paumes, la peau craquelée autour de ses jointures, les cicatrices circulaires sur ses poignets où Ray avait appuyé ses cigarettes lorsqu'elle pleurait trop fort. Ses mains racontaient l'histoire de sa vie mieux que n'importe quel mot. Elle ne savait pas pourquoi elle s'apprêtait à parler. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait obligée de s'ouvrir les veines devant cet inconnu, ce monstre, cet homme qui lui avait montré plus de compassion en 1 heure que le monde ne lui en avait montré en 26 ans. Mais les mots sortirent quand même. Ma mère est partie quand j'avais 3 ans. Sa voix était rauque, éraillée par des années de cris étouffés. Elle s'appelait Maria. Un matin, je me suis réveillé et elle était partie. Pas de mots, pas d'explication, juste un lit vide et l'odeur de son parfum bon marché qui flottait encore sur l'oreiller. Mon père a dit qu'elle s'était enfuie avec un autre homme, quelqu'un qui avait plus d'argent que lui. Je n'ai jamais su si c'était vrai. Je sais seulement qu'elle n'est jamais revenue. Elle fit une pause, prenant une inspiration qui lui fit mal à la poitrine. Mon père, Carlos, était toxicomane. Il consommait surtout de la cocaïne. Il a été abattu lors d'une transaction qui a mal tourné quand j'avais 7 ans. La police a retrouvé son corps dans une ruelle derrière un magasin d'alcool. Personne n'est venu à ses funérailles, sauf moi. Dominic n'a rien dit. Il s'est contenté d'écouter, immobile comme une pierre. Après cela, j'ai été envoyé vivre chez Ray Donovan, un ami de ma mère, m'a-t-on dit. Un homme qui prendrait soin de moi. La voix d'Elena tremblait, mais elle s'est forcée à continuer. Ray a commencé à me frapper quand j'avais 8 ans. D'abord avec sa ceinture, puis avec des cordons électriques, puis avec un pied de chaise cassé quand je ne nettoyais pas la cuisine assez vite. Il me disait que j'étais la raison pour laquelle ma mère était partie, que j'étais une enfant sans valeur que personne ne pourrait jamais aimer, que je devrais lui être reconnaissante de m'avoir gardée au lieu de me jeter à la poubelle. Ses mains couvertes de cicatrices se tordaient sur ses genoux. J'ai appris à cacher les bleus sous des manches longues. J'ai appris à mentir à mes professeurs. J'ai appris à me faire aussi petite et silencieuse que possible, dans l'espoir qu'il oublie mon existence. Le feu crépitait. Des ombres dansaient sur les murs. Quand j'avais 14 ans, Ray a commencé à faire quelque chose de pire que de me frapper. La voix d'Elena s'est réduite à un murmure. Il a commencé à me prêter à ses amis buveurs, 3 hommes différents en 2 ans. Ils venaient à la maison après la tombée de la nuit, et Ray m'envoyait dans la chambre. Si je refusais, il disait qu'il me tuerait. Si j'en parlais à quelqu'un, il disait qu'il me tuerait plus lentement. Une larme coula sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas. J'étais vendu pour le prix d'une bouteille d'alcool, parfois même moins que cela, parfois juste pour la promesse d'une faveur. Le silence envahit la pièce comme l'eau envahit les poumons d'un homme qui se noie. À 18 ans, j'ai écrasé des somnifères dans le whisky de Ray. J'ai attendu qu'il s'évanouisse et je me suis enfui. Je suis arrivé à Detroit avec 47 $ en poche et les vêtements que je portais. Elena a finalement levé les yeux. Dominic n'avait pas bougé. Son visage restait impassible, sculpté dans le granit et l'ombre, mais sa main posée sur l'accoudoir était devenue blanche, les jointures exsangues, les tendons saillants comme des câbles sous sa peau. Il serrait le cuir si fort qu'il avait commencé à se déchirer. Elena continua, la voix creuse comme une tombe vide.
Quand je suis arrivé à Detroit, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de famille, pas d'endroit où dormir. Pendant 6 mois, j'ai été sans abri. Elle fixait le feu, regardant les flammes dévorer les bûches. Je dormais dans des refuges quand il y avait de la place, sur des bancs quand il n'y en avait pas. Je lavais la vaisselle dans les cuisines des restaurants pour gagner de l'argent au noir. Je nettoyais les toilettes. Je récurais les sols. Je faisais tout ce qu'il fallait pour survivre un jour de plus. Les souvenirs défilèrent derrière ses yeux comme un film qu'elle ne pouvait pas arrêter. À 21 ans, j'ai rencontré Marco Torres. Quelque chose changea dans sa voix, une amertume si profonde qu'elle s'était transformée en quelque chose de plus dur que l'os. Il était beau, charmant. Il m'achetait des fleurs. Il me disait que j'étais belle. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais belle auparavant. Personne ne m'avait jamais regardé comme si j'avais de l'importance. Ses lèvres gercées se tordirent en quelque chose qui aurait pu être un sourire sur un visage qui se souvenait comment en faire un. J'étais assez stupide pour croire qu'après toutes ces souffrances, je méritais enfin d'être heureuse. J'étais assez stupide pour penser que j'avais trouvé mon prince. Elle rit d'un rire sans joie. 4 mois après le mariage, j'ai découvert que Marco était accro à l'héroïne. Il l'avait bien caché pendant nos fréquentations. Mais une fois qu'il m'a eu, une fois que j'étais légalement sienne, il a cessé de faire semblant. Les mains d'Elena se mirent à trembler à nouveau. Quand il avait besoin d'argent pour se droguer et que je ne pouvais pas le lui donner, il me battait. Tout comme mon père, tout comme Ray, les mêmes points, les mêmes excuses après coup qui ne signifiaient rien. Elle fit une pause et lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était devenue monotone, dénuée d'émotion, comme si elle lisait la nécrologie de sa propre âme. À 2 reprises, Marco m'a vendu à son dealer pour rembourser ses dettes. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau profonde. J'ai été forcé d'avoir des relations sexuelles avec un inconnu pour que mon mari puisse obtenir sa prochaine dose. Je restais allongé dans cet appartement sordide, fixant le plafond pendant qu'un homme que je ne connaissais pas utilisait mon corps comme monnaie d'échange. Et quand c'était fini, Marco me demandait ce qu'il y avait pour le dîner. Dominique ne bougeait pas, ne parlait pas, mais l'accoudoir en cuir sous sa main avait commencé à se fendre. Les fils du tissu cédaient sous la pression de son poing. À 22 ans, je suis tombé enceinte. La main d'Elena se posa inconsciemment sur son ventre, touchant le fantôme de ce qui avait été. Je pensais que le bébé changerait tout. Je pensais que Marco arrêterait de se droguer, arrêterait de me frapper, deviendrait l'homme que je croyais qu'il était. Je pensais que cet enfant nous sauverait tous les deux. Sa voix se brisa. Quand j'étais enceinte de 6 mois, Marco est rentré à la maison en manque. Il n'avait pas d'argent. Son dealer l'avait coupé. Il était désespéré, tremblant, hurlant. Les larmes ont commencé à couler, mais Elena ne semblait pas les remarquer. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre, encore et encore. Je suis tombé sur le sol de la cuisine et j'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Du sang a commencé à couler entre mes jambes. Je lui ai crié d'appeler une ambulance. Elle ferma les yeux. Il m'a enjambé et est parti chercher un autre dealer. Le feu crépitait. Des étincelles s'élevaient comme des étoiles mourantes. Je me suis traîné hors de l'appartement. J'ai rampé dans le couloir, laissant une traînée de sang derrière moi. Un voisin m'a trouvé et a appelé le 911. Sophia est née 3 mois avant terme. Elle ne pesait que 1,8 kg. Elle a passé 3 semaines en soins intensifs, luttant pour chaque respiration. Elena a ouvert les yeux et a regardé Dominique avec un regard qui en avait trop vu. Marco est mort quand Sophia avait 6 mois. Overdose dans les toilettes d'une boîte de nuit. La police m'a appelé à 3 heures du matin pour identifier le corps. J'ai porté mon bébé dans la nuit glaciale jusqu'à la morgue. Elle a secoué lentement la tête. J'ai regardé son visage une dernière fois et je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni soulagement, ni colère, juste un vide, un trou noir à la place de mon cœur. Sa voix s'est réduite à un murmure. Marco m'a laissé une dette de 180 000 $ auprès des Loan Sharks et ce n'était que le début. La voix d'Elena s'est faite plus douce, comme si les mots eux-mêmes étaient trop lourds à porter. Je pensais que lorsque Marco mourrait, les dettes mourraient avec lui. J'avais tort. Elle a enroulé ses bras autour d'elle-même, serrant son corps frêle comme pour essayer de rassembler les morceaux brisés. Les Loan Sharks sont venus me chercher. Ils ont dit qu'une dette ne disparaissait pas simplement parce que le débiteur avait disparu.
Ils ont dit que quelqu'un devait payer. Et comme Marco n'était plus là, cette personne était sa veuve. Le feu crépitait, indifférent à sa souffrance. Puis la mère de Marco, Carmen, a été diagnostiquée d'un cancer du poumon. Stade 3, en phase terminale sans traitement agressif. Elena a ri amèrement. Carmen m'avait détesté dès le jour où nous nous étions rencontrés. Elle disait que j'étais une pauvre orpheline, indigne de son précieux fils. Après la mort de Marco, elle m'a reproché de ne pas avoir su prendre soin de son mari. Elle m'a accusé de l'avoir poussé à la drogue. Elle me regardait comme si je l'avais assassiné de mes propres mains. Sa voix s'est adoucie. Pas à toi. Mais lorsqu'elle est tombée malade, il n'y avait plus personne d'autre. Ses proches ont disparu. Ses amis ont cessé de l'appeler, et je suis la seule qui lui restait. La belle fille qu'elle méprisait était la seule personne disposée à lui tenir la main pendant sa chimiothérapie. Elena secoua lentement la tête. Je ne pouvais pas l'abandonner. Peu importe comment elle me traitait, elle restait la grand-mère de Sofia, la seule famille qui restait à ma fille dans ce monde. Alors, je me suis occupé d'elle. J'ai payé l'hôpital, les médicaments, les traitements qui lui ont permis de gagner quelques mois de souffrance supplémentaires. Elle a fermé les yeux. Carmen est morte en maudissant mon nom et m'a laissé 70 000 $ de dettes médicales supplémentaires. Le total flottait dans l'air, tacite mais compris. 180 000 $ de Marco, 70 000 $ de Carmen, $250 000 écrasant une femme qui pouvait à peine se permettre de manger. Puis quelqu'un a racheté toutes mes dettes. Tous les usuriers, tous les hôpitaux, tous les créanciers. Quelqu'un les a tous rachetés et les a regroupés en une seule somme, 250 000 $. Le visage d'Elena est devenu pâle comme de la cendre. Nikolai Voulov. De l'autre côté de la pièce, les yeux de Dominique s'assombrirent à ce nom. Au début, je ne savais pas qui il était. Elena continua, la voix tremblante. Je savais seulement que quelqu'un avait regroupé mes dettes et m'offrait un délai de paiement. Je pensais que c'était Mercy. J'étais idiote. Elle se serra plus fort dans ses bras. Lorsque Volkov m'a convoqué, j'ai compris dans quoi je m'étais fourré. Il dirige le plus grand réseau de traite d'êtres humains du Midwest. Des femmes et des enfants, transportés à travers les frontières comme du bétail, vendus aux plus offrants. Sa voix se brisa. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de mon argent. Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. Ce dont il avait besoin, c'était de personne. Il m'a dit que si je ne pouvais pas payer à temps, il me vendrait à une maison close en Europe de l'Est. Et Sofia, elle pouvait à peine prononcer les mots. Il a dit, il y a des hommes qui paient très cher pour des enfants, des pédophiles, des monstres à visage humain. Il a regardé la photo de ma fille et a souri. Elena a levé ses yeux creux pour croiser le regard de Dominique. J'ai 4 emplois, de 5 heures du matin à 2 heures du matin. Je dors 2 heures, parfois 3. Je ne mange pas pour que Sofia puisse avoir du lait et de la nourriture. J'ai 26 ans, mais j'ai vécu 100 ans. Et peu importe à quel point je travaille dur, ce n'est jamais suffisant. Pas même assez pour couvrir les intérêts. Elle se tut, vide de mots, vide de tout. Dominique se leva de sa chaise et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur le jardin. Maintenant enseveli sous la neige et l'obscurité, sa silhouette se détachait nettement contre la vitre, les épaules raides, les mains jointes derrière le dos, les jointures blanchies par la force de sa poigne. Il fixait la nuit. Mais il ne voyait pas la neige. Il voyait une femme d'il y a 26 ans. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux doux, agenouillée sur un sol taché de sang, implorant une pitié qui ne viendrait jamais. Il voyait le visage de sa mère à l'instant où la balle lui avait ôté la vie. Il voyait le garçon impuissant qu'il était, debout dans un coin, incapable de la sauver. 2 femmes séparées par 26 ans, la même souffrance, le même désespoir, les mêmes monstres tournant autour d'elle comme des loups. Dominique se tourna vers Elena, et lorsqu'il parla, sa voix était de fer recouverte de glace. « Vous et votre fille resterez ici jusqu'à ce que je me sois occupé de vous, Love. Personne ne vous touchera. Personne ne touchera votre enfant. Vous avez ma parole. » 3 jours passèrent dans le manoir de Dominic Caruso. 3 jours pendant lesquels la vie d'Elena et de Sofia bascula dans un monde si différent du leur qu'il aurait pu s'agir d'une autre planète. Le premier jour, Elena ne quitta pas Sofia des yeux. Elles restèrent ensemble dans la chambre d'amis,
Une pièce plus grande que leur studio, avec des draps en soie, une cheminée et des fenêtres donnant sur le jardin enneigé. Elena était assise sur le bord du lit, sa fille blottie contre elle, toutes deux surveillant la porte comme si des démons pouvaient surgir à tout moment. Madame Chen leur apporta à manger. Du poulet rôti avec des légumes, du pain frais encore chaud sorti du four, de la soupe chaude qui fumait dans des bols en porcelaine, plus de nourriture qu'Elena n'en avait vue depuis des mois. Mais son estomac s'était rétréci après des années de repas sautés et elle ne put avaler que quelques bouchées avant d'être prise de nausées. Elle s'assura que Sophia mangeait tout ce qu'il y avait dans son assiette, puis enveloppa le pain restant dans une serviette et le cacha sous l'oreiller, une habitude née de trop nombreuses nuits passées à avoir faim. Sophia resta silencieuse, serrant son ours en peluche déchirée, ses yeux bruns suivant chaque ombre, chaque bruit. Le deuxième jour, quelque chose changea. Sophia commença à explorer. Au début, elle ne s'aventura que jusqu'à la porte, jetant un coup d'œil dans le couloir avec de grands yeux curieux. Puis elle se glissa dans le couloir, ses petits pieds silencieux sur le sol en marbre. Elena la suivait à distance, trop épuisée pour l'arrêter, regardant sa fille découvrir pièce après pièce des merveilles qu'elle n'avait jamais imaginées. La bibliothèque fascinait le plus Sophia. Des milliers de livres tapissaient les murs du sol au plafond, leurs reliures en cuir brillant à la douce lumière des lampes. Sophia se tenait au centre de la pièce, tournant lentement sur elle-même, la bouche ouverte d'admiration. Dominique passait la plupart de son temps dans son bureau au troisième étage. Elena l'apercevait à travers les portes entr'ouvertes, penchée sur des documents, parlant à voix basse avec Vincent, ses yeux sombres scrutant des rapports et des photographies. Il faisait des recherches sur Voulov, comprit-elle. Il préparait quelque chose. Elle l'observait depuis l'ombre. Cet homme qui avait bouleversé son monde. Il était froid. Il était dangereux. Il avait les yeux d'un tueur et les mains d'un bourreau, mais il n'était pas cruel avec elle ou Sophia. Il s'assurait qu'elles aient de quoi manger, des vêtements chauds, des lits douillets. Il n'élevait jamais la voix, ne les regardait jamais avec mépris ou avidité, ni avec aucune des choses qu'Elena avait appris à craindre dans les yeux des hommes. Le troisième jour, tout changea. Dominique était assis dans son bureau, lisant un rapport sur les opérations de l'entrepôt de Voulov au port de Detroit. Des cartes et des photographies étaient étalées sur son bureau, preuve d'un empire bâti sur la souffrance humaine. La porte s'ouvrit en grinçant. Il leva les yeux, s'attendant à voir Vincent, Madame Chen, n'importe qui sauf la petite silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte, Sophia. Elle portait une robe blanche que Madame Chen avait trouvée dans le débarras, légèrement trop grande, dont l'ourlet effleurait ses chevilles. Ses cheveux bruns avaient été lavés et brossés jusqu'à briller. Elle tenait le ours en peluche déchiré dans une main, mais ses yeux anciens et perspicaces, n'exprimaient plus la peur. « Monsieur Dominique, dit-elle d'une voix douce comme un carillon éolien, j'ai quelque chose pour vous. » Elle s'approcha de son bureau et lui tendit une feuille de papier couverte de gribouillis au crayon. Dominique la prit. 3 personnages remplissaient la page. Un homme grand vêtu de noir, une femme aux longs cheveux bruns et une petite fille debout entre eux, tenant leurs 2 mains. Au-dessus d'eux, un soleil jaune vif souriait. En dessous, en lettres de travers qui avaient clairement nécessité de l'aide pour être écrites, « Famille, j'ai dessiné toi et ma famille », dit Sophia d'une voix pure et claire. « Parce que tu es quelqu'un de bien », Dominique fixa le dessin. Il ressentit une pression dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis 26 ans. Pas depuis la nuit où sa mère était morte et où il avait juré de geler son cœur pour toujours. Il n'était pas quelqu'un de bien. Il était le diable de Detroit. Il avait tué, torturé et commis des péchés que cet enfant ne pouvait même pas imaginer. Mais en regardant ses yeux bruns clairs, il ne pouvait rien dire de tout cela. « Merci, Sophia », parvint-il à dire d'une voix étonnamment rauque. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte et observait la scène. Pour la première fois, elle vit quelque chose de doux scintiller derrière la glace de ses yeux. Le 4e jour, le ciel s'effondra. Dominique était assis dans son bureau. Le dessin au crayon de Sophia était désormais soigneusement placé dans un coin de son bureau lorsque son téléphone vibra contre le bois poli. Un numéro inconnu. Il ouvrit le message et lut. « Je sais où se cache ma proie. Dominique Cousseau. Rendez-moi la femme et l'enfant ou je viendrai les prendre. Pas seulement eux, tout ce que vous avez. Signé Nikolai Voulov. »
Dominic fixait l'écran, ses yeux sombres totalement indéchiffrables. Son pouce resta suspendu au-dessus du clavier pendant un long moment. Puis il posa le téléphone sans répondre. Le silence était la réponse la plus claire qui soit. Il disait « Je n'ai pas peur, je ne reculerai pas. Je vous mets au défi d'essayer. » La nuit suivante, Volkov répondit. L'entrepôt situé au sud de Detroit appartenait à la famille Caruso depuis 15 ans. Il servait de point de distribution pour des marchandises légales, des appareils électroniques, des meubles, des vins importés, qui servaient de couverture à des opérations moins légales. 2 gardes travaillaient pendant le quart de nuit, patrouillant le périmètre toutes les 30 minutes avec une précision d'horloge. À minuit, 15 hommes armés ont pris d'assaut les portes. Ils sont arrivés dans des fourgonnettes noires avec des armes silencieuses et des lunettes de vision nocturne. Ils se sont déplacés avec une précision militaire, coupant la clôture, neutralisant les caméras de sécurité, encerclant le bâtiment avant que quiconque à l'intérieur ne se rende compte qu'ils étaient attaqués. Tony Russo a été le premier à mourir. Il avait 29 ans, était marié depuis 3 mois à une femme nommée Maria, qui était déjà enceinte de leur premier enfant. Il avait rejoint la famille Caruso dès la fin du lycée, gravissant les échelons pour passer de garçon de course à garde de confiance. Il n'a jamais vu la balle qui lui a transpercé le crâne. Frank Duca a été le deuxième. À 54 ans, Frank était au service de la famille depuis 3 décennies. Il avait 4 petits-enfants qu'il appelait Papa Bear et lui rendait une visite tous les dimanches pour déguster ses célèbres lasagnes. Il a réussi à dégainer son arme avant que 3 balles ne lui transpercent la poitrine, le laissant s'effondrer à côté de Tony dans une mare de sang. Une fois le massacre terminé, le tireur aspergea l'entrepôt d'essence et craqua une allumette. Le feu consuma tout, et sur le seul mur encore debout, ils peignirent un message avec le sang des victimes. « Votre famille est la prochaine. » Dominic arriva à l'aube. Il se tenait debout dans les ruines fumantes, alors que les premières lueurs grises envahissaient l'horizon de Detroit. L'odeur âcre du bois et de la chair brûlée emplissait ses narines. Les cendres flottaient dans l'air comme de la neige noire qui se déposait sur ses épaules, ses cheveux, ses 1000 chaussures. 2 corps gisaient devant lui, recouverts de draps blancs désormais tachés de suie et de sang. 2 hommes qui lui avaient fait confiance. 2 hommes qui étaient morts parce qu'il avait choisi de protéger une femme et un enfant qu'il connaissait depuis moins d'1 semaine. Vincent s'approcha par derrière, le visage sombre. Dominic, la voix grave, attendait, accablé par ce qu'il devait dire. Est-ce que cela en vaut la peine? Dominic ne se retourna pas. 2 hommes sont morts, continua Vincent. Tony avait une femme enceinte. Frank avait des petits-enfants. Combien d'autres mourront pour une serveuse et un enfant que tu ne connaissais même pas il y a 5 jours? Ils ne font pas partie de ta famille. Ils ne sont pas de ton sang. Il s'approcha. Nous pouvons leur donner de l'argent, les envoyer dans une autre ville, leur permettre de recommencer leur vie loin d'ici. Il n'est pas nécessaire d'entrer en guerre avec Vulov pour des étrangers. La voix de Vincent s'adoucit. Cela en vaut-il la peine, Dominic? Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le crépitement des braises mourantes. Finalement, Dominic se retourna. Son regard n'était plus froid. Il brûlait d'une flamme que Vincent n'avait pas vue depuis la nuit où un garçon de 12 ans avait vu sa mère mourir. « Tu te souviens comment ma mère est morte, Vinny? » Vincent s'immobilisa. Elle s'agenouilla. La voix de Dominic était toujours empreinte de colère. Elle a supplié. Elle est morte dans d'atroces souffrances parce que je n'étais pas assez fort pour la protéger. Je suis resté dans un coin à regarder, incapable de faire quoi que ce soit. Il prit une profonde inspiration. J'ai fait un serment cette nuit-là. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais une autre mère s'agenouiller. Je ne laisserai plus jamais un autre enfant regarder, impuissant, les personnes qu'il aime être détruites. Ses mains se crispèrent un temps-point à ses côtés. Je n'étais pas assez fort à l'époque. Mais je suis assez fort maintenant et je ne reculerai pas. Dominic regarda les corps de ces hommes tombés au combat et sa voix devint froide et définitive. Vulkov veut la guerre. Je lui donnerai la guerre. Elena apprit la vérité grâce aux conversations chuchotées entre les domestiques. Elle se rendait à la cuisine pour chercher de l'eau lorsqu'elle entendit Mme Chen parler à voix basse avec un autre membre du personnel. 2 hommes morts, un entrepôt réduit en cendres, un message écrit avec du sang sur le mur. Tout cela à cause d'elle. Tout cela à cause de Sofia. Cette nuit-là, Elena ne dormit pas.
Elle était allongée dans le lit le plus confortable qu'elle ait jamais connu. Des draps en soie, des oreillers en duvet, un matelas qui berçait son corps brisé comme des mains douces. Mais cela aurait tout aussi bien pu être un lit de clous. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des hommes sans visage tomber. Elle voyait du sang se répandre sur le sol en béton. Elle voyait des familles recevoir des appels téléphoniques qui allaient bouleverser leur vie. 2 hommes étaient morts parce que Dominic Caruso avait choisi de la protéger. Combien d'autres allaient mourir avant que tout cela ne s'arrête? La question tournait dans sa tête comme un vautour jusqu'à ce que l'aube se glisse à travers les rideaux. Lorsque les premières lueurs grises touchèrent la fenêtre, Elena se leva. Elle trouva son ancien uniforme de serveuse, lavé et plié dans le placard, et l'enfile, c'était un mensonge. Et elles le savaient toutes les deux. Elena prit la main de sa fille et la conduisit dans le grand escalier, leurs pas résonnant dans le silence matinal. Elles avaient presque atteint la porte d'entrée lorsqu'elle s'ouvrit. Dominic entra. Il avait l'air d'avoir traversé l'enfer. Son costume était couvert de cendres et de sang séché. Une échymose violette s'étendait sur sa pommette gauche. Ses yeux étaient rougis, ombragés par la fatigue et quelque chose de plus sombre, peut-être du chagrin ou une rage à peine contenue. Il s'arrêta lorsqu'il les vit. Son regard balaya l'uniforme d'Elena, le sac qu'elle tenait à la main, Sophia serrant son ours en peluche. « Où allez-vous » Sa voix était neutre, mais Elena perçut la fermeté qui s'y cachait. Elle se força à le regarder dans les yeux. « Je dois partir. Je ne peux plus rester ici. Elena, des gens sont morts à cause de moi, Dominic. » Sa voix se brisa. 2 hommes avec une famille. 2 hommes qui n'avaient rien à voir avec mes problèmes. Ils sont morts parce que ma fille et moi sommes ici. Elle prit une inspiration tremblante. Depuis 26 ans, je ne suis qu'un fardeau. Un fardeau pour mon père qui s'est saoulé à mort pour oublier mon existence. Un fardeau pour mon mari qui m'a vendu comme un bien. Et maintenant, un fardeau pour toi. Des larmes commencèrent à couler, mais elle ne les essuya pas. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de moi. Je ne veux pas que tu meures à cause de moi. Dominic s'approcha. Où comptes-tu aller? Sa voix était calme mais implacable. Retourner dans ton appartement sans chauffage. Retourner à tes 4 emplois et à tes 2 heures de sommeil. Retourner attendre que Vulov te retrouve. Elena tressaillit. Il te retrouvera dans les 24 heures, continua Dominic. Et cette fois, il n'enverra pas Travis. Il viendra lui-même. Sais-tu ce qu'il te fera? À Sofia? Le barrage céda. Elena s'effondra contre le mur, les sanglots déchirant sa poitrine, les larmes coulant sur son visage émacié. Toute la peur, la culpabilité et l'épuisement qu'elle avait accumulés pendant des jours se déversèrent en un flot qu'elle ne pouvait contrôler. « Je sais, pleura-t-elle, je sais ce qui va se passer, mais je sais aussi ce qui t'arrive à cause de moi. » Dominic franchit la distance qui les séparait. Il tendit la main et plaça ses doigts sous son menton, inclinant son visage vers le haut, jusqu'à ce que ses yeux bruns remplis de larmes rencontrent son regard noir et insondable. « Tu n'es pas un fardeau, Elena. » Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Tu es la seule raison pour laquelle je crois encore que je n'ai pas complètement perdu mon humanité. » La distance entre eux diminua. Elena pouvait sentir la chaleur de son souffle contre ses lèvres. Elle pouvait sentir l'odeur de la fumée et du sang, et quelque chose sous-jacent, propre, masculin et étrangement réconfortant. Son cœur s'emballa, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et Dominic recula. Sa main retomba. La distance revint comme un mur invisible. « Ce soir, tout cela prendra fin, » dit-il, sa voix redevenue froide, même si quelque chose en elle tremblait. Vulov ne sera plus une menace. Il la regarda dans les yeux une dernière fois. « Reste ici. Attends mon retour. » La nuit tomba sur le port de Detroit comme un linceul de velours noir étendu sur une scène de mort. L'horloge sonna 11 heures. Le brouillard s'insinua dans les terres depuis la rivière Detroit, s'enroulant autour des piles de conteneurs empilés comme des montagnes d'acier. La brume engloutit les sons, engloutit la lumière, engloutit tout jusqu'à ce que le monde devienne un vide gris, où les ombres bougeaient et les murmures mouraient. Dominic était assis dans un SUV noir garé à 300 mètres de l'entrepôt de Vulov. Ses yeux scrutaient les images satellites sur l'écran d'une tablette, mémorisant chaque entrée, chaque sortie, chaque angle mort. 35 de ses meilleurs hommes étaient positionnés autour du périmètre, cachés dans l'obscurité comme des loups,
attendant le signal pour chasser. Vincent était assis à côté de lui, vérifiant une dernière fois son pistolet. Le léger clic du chargeur qui se mettait en place était le seul bruit dans le véhicule. « Ce n'est pas ton combat, Vinny. » La voix de Dominic rompit le silence. Vincent leva les yeux, ses lunettes en or reflétant la faible lueur de la tablette. « Je te suis depuis que tu as 11 ans, Dominic. » Sa voix était calme, assurée. « Je t'ai tenu dans mes bras la nuit où ta mère est morte. Je t'ai appris à tirer, à te battre, à survivre. Je t'ai regardé bâtir un empire à partir de rien. » Il rangea son pistolet dans son étui. « Je ne t'abandonnerai pas maintenant. » Dominic croisa le regard de son conseiller, l'homme qui avait été pour lui plus un père que son propre père. Une compréhension tacite passa entre eux. Les mots étaient inutiles. Dominic appuya sur le bouton de la radio. À toutes les équipes, avancez. L'enfer s'est déchaîné. Les coupes de feu ont déchiré le silence du port comme le tonnerre déchirant le ciel. Les hommes de Dominic ont surgi de 4 directions. Des ombres émergeant de l'ombre. Les armes levées et prêtes. Les premières gardes sont tombées avant même d'avoir pu lever leur radio. Des meurtres silencieux, nets et efficaces. Mais Voulov n'était pas un idiot. Il avait survécu 6 décennies dans ce métier en s'attendant à être trahi à chaque coin de rue. Les projecteurs s'allumèrent, transformant la nuit en un jour aveuglant. Les sirènes hurlèrent, leurs cris résonnant sur les conteneurs métalliques. Et de chaque porte, chaque coin, chaque position cachée, les mercenaires de Volkov se déversèrent comme des fourmis d'une fourmilière écrasée. La bataille devint une symphonie de sang et de feu. Les armes automatiques rugissaient sans interruption. Les éclairs des bouches à feu traversaient le brouillard comme des éclairs dans une tempête. Les hommes hurlaient lorsque les balles trouvèrent leur cible. Des corps tombaient des 2 côtés, s'effondrant sur le béton froid, leur sang se mélangeant à la brume du port. Dominic se déplaçait dans le chaos comme la mort elle-même, marchant parmi les vivants. Il ne courait pas. Il ne s'accroupissait pas. Il n'esquivait pas. Il avançait avec un calme terrifiant, son pistolet se levant et s'abaissant avec une précision mécanique. Chaque tir trouvait sa cible avec une précision mortelle. Un mercenaire surgit de derrière un conteneur, le fusil levé. La balle de Dominic lui transperça le front avant même que son doigt n'ait touché la gâchette. 2 autres apparurent à sa gauche, criant en russe, leurs armes pointées vers lui. Dominic pivota et tira 2 fois. Les 2 hommes s'effondrèrent, morts avant même de toucher le sol. Du sang lui éclaboussa le visage. Des gouttes chaudes coulant sur ses joues s'égouttaient de sa mâchoire, imprégnant le tissu de son costume à 15 000 $. Un goût de cuivre envahit sa bouche. Il ne ralentit pas. Les balles sifflaient près de ses oreilles, si près qu'il pouvait sentir la chaleur de leur passage. L'une d'elles effleura son épaule, déchirant le tissu et la peau, mais il ne le remarqua presque pas. La douleur était une vieille amie, et ce soir-là, il n'avait pas le temps pour les amis. Autour de lui, ces hommes se battaient et mouraient. Il vit des visages qu'il reconnaissait disparaître dans le brouillard, leurs vies s'éteignant dans des éclats de feu et des gerbes de sang. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas pleurer. La seule issue était d'avancer. À travers la fumée et les cris, à travers les corps et le sang, Dominic se fraya un chemin vers l'entrepôt. Vincent le suivait de près, son âme crachant la mort dans la nuit, protégeant son patron, comme il le faisait depuis 26 ans. Et enfin, après ce qui lui sembla être des heures, mais qui ne dura que quelques minutes, ils atteignirent la porte en acier menant au bureau de Voulov, au 2e étage de l'entrepôt. Le diable de Detroit était arrivé aux portes de l'enfer. Dominic enfonça la porte d'un coup de pied. Le bureau qui se trouvait derrière était un exemple de richesse et de cruauté. Les murs lambrissés de chaînes étaient ornés de trophées de chasse et de peintures à l'huile représentant des paysages russes. Un immense bureau trônait au centre de la pièce. Sa surface était recouverte de documents et d'une carafe en cristal remplie de vodka. Et derrière ce bureau était assis Nikolai Volkov, 61 ans. Ses cheveux blancs argentés étaient lissés en arrière, révélant un visage marqué par des décennies de violence. Une cicatrice s'étendait de sa tempe gauche à son menton, vestige de ses années dans l'armée russe, rappelant qu'il avait survécu à des guerres avant même la naissance de Dominic. Dans sa main, un pistolet plaqué or était pointé directement sur la tête de Dominic. Dominic Caruso.
La voix de Volkov était épaisse, avec un accent russe, lourde comme la neige hivernale. Le diable de Detroit. Tu as fait tout ce chemin, tu as tué tous ces hommes pour un bâtard. Il éclata d'un rire rauque qui résonna dans la pièce. J'ai entendu des histoires à ton sujet. Volkov se leva de sa chaise, le pistolet doré toujours pointé sur le crâne de Dominic, et commença à faire le tour du bureau avec l'assurance d'un homme qui se croyait intouchable. L'homme le plus impitoyable de la ville, un homme sans faiblesse. Il semble que je me sois trompé. Tu as une faiblesse, et elle t'attend dans ton manoir en ce moment même. Dominic resta immobile, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de Volkov. Sais-tu ce que j'ai construit, Dominic Caruso? Volkov écarta largement son bras libre, désignant l'empire qui l'entourait. Mon réseau s'étend de Moscou à Miami. Chaque année, des milliers d'êtres humains passent entre mes mains. Des films, des enfants, tout ce qui peut être vendu. J'ai des clients sur tous les continents. Des milliardaires, des politiciens, même des membres de la royauté. Ils paient n'importe quel prix pour ce que je leur fournis. Ses yeux gris et froids brillaient de malice. Votre Helena serait un produit magnifique. Ses yeux bruns, cette peau pâle, ce corps, même après tout ce qu'il a enduré. J'ai déjà un acheteur, un homme d'affaires à Dubaï, très friand de femmes américaines brisées. Il est prêt à payer un demi-million de dollars pour elle, Volkov marqua une pause, savourant ses mots, et la petite fille, Sophia, son sourire devint malsain. Savez-vous combien les pédophiles fortunés peinent pour une enfant de 5 ans? Assez pour acheter un manoir à Malibu. Assez pour Dominic explosa. Toute la rage qu'il avait enfouie pendant 26 ans explosa en un instant. Il se précipita plus vite que la pensée, son pied fouettant l'air et attrapant le poignet de Volkov avec une force qui brisa ses os. Le pistolet plaqué or s'échappa de la main du vieil homme, virevoltant dans les airs avant de s'écraser dans un coin. Volkov tituba mais ne tomba pas. Il n'était pas faible, à 60 ans. Mais son corps se souvenait encore de l'entraînement d'un boxeur militaire russe. Son poing jaillit en avant, s'écrasant sur la pommette de Dominic avec suffisamment de force pour lui faire tourner la tête sur le côté. Un autre coup de poing s'abattit sur l'estomac de Dominic, le pliant en deux. Un coup de genou lui brisa les côtes. Dominic trébucha, tomba à genoux, sentit le goût du sang dans sa bouche. Mais il se releva. Il se relevait toujours. Ils s'affrontèrent à nouveau, échangeant des coups qui auraient tué des hommes moins résistants. Volkov se battait avec le désespoir sauvage d'un animal acculé. Dominic se battait avec la fureur froide d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Finalement, Dominic attrapa le poignet de Volkov et le tordit. Les os se brisèrent dans un craquement humide. Volkov hurla et Dominic profita de ce moment pour balayer ses jambes en voyant le vieil homme s'écraser au sol. Il monta sur la poitrine de Volkov, les deux mains serrées autour de sa gorge ridée. « S'il te plaît, » murmura Volkov, le visage violet, les mains griffant inutilement la poigne de fer de Dominic. « S'il te plaît, j'effacerai ma dette. Je quitterai Detroit pour toujours. Je ferai tout ce que tu veux. Épargnez-moi. » Dominic regarda le visage qui s'éteignait lentement. Il se souvint de sa mère, agenouillée sur un sol taché de sang, implorant une pitié qui ne vint jamais. « Certains démons ne méritent pas le pardon, » dit Dominic d'une voix aussi froide que la tombe. « Et vous êtes l'un d'entre eux, » ajouta-t-il en resserrant ses mains. Le bruit d'un coup qui se brise résonna dans la pièce, sec et définitif, comme une branche morte qui se casse dans une forêt au milieu de la nuit. Le corps de Volkov eut un dernier sursaut, puis s'immobilisa. Ses yeux gris fixaient le plafond, sans vie. La lumière qui les habitait s'était éteinte à jamais. Dominic se leva et se tourna vers le mur derrière un tableau représentant la silhouette de Moscou. Il y trouva un petit coffre-fort. À la main droite de Volkov brillait une bague en argent ornée d'une tête de loup, symbole de la famille Volkov. Dominic la retira et la pressa contre le lecteur biométrique. Le coffre-fort s'ouvrit dans un clic. À l'intérieur se trouvait une clé USB en argent et une épaisse pile de documents, tous les comptes bancaires secrets, tous les noms des clients, toutes les preuves contre l'Empire Volkov, la clé d'un royaume. Et maintenant, tout cela lui appartenait. Dominic venait de glisser la clé USB dans sa veste lorsque des coupes de feu éclatèrent à l'extérieur. Ce n'étaient pas les tirs épars d'une bataille mourante. C'était autre chose. Des tirs automatiques soutenus,
des dizaines d'armes tirant simultanément. Une tempête de balles venait de toutes les directions. Sa radio grésilla et la voix de Vincent retentit. Pour la première fois en 26 ans, Dominic entendit de la panique dans sa voix. Dominic, nous sommes encerclés. Les renforts de Volkov, ils devaient attendre au large. Au moins 60 tireurs arrivent depuis les quais. Nous n'avons pas assez de munitions. Je répète, nous n'avons pas assez de munitions pour les repousser. Dominic se précipita vers la fenêtre et regarda en bas. Son estomac se noua. En bas, les projecteurs d'au moins 20 camions et SUV noirs illuminaient tout le port. Ces hommes, les survivants, avaient été acculés dans un coin, blottis derrière des conteneurs, tandis que les balles pleuvaient de toutes parts. Les éclairs des canons des armes à feu stroboscopaient dans le brouillard comme des éclairs infernaux. 60 silhouettes armées avançaient lentement, méthodiquement, resserrant l'étau avec une précision professionnelle. Ils étaient piégés. Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin à travers 60 hommes. La voix de Vincent se fit à nouveau entendre, tendue par le désespoir. Dominic, nous avons besoin d'un plan immédiatement. Dominic fixa le champ de bataille ensanglanté en contrebas, ces hommes qui se battaient avec l'espoir qui s'évanouissait dans leurs yeux, les 60 canons qui attendaient de finir le travail. Puis il regarda la clé USB dans sa main. Et une idée se forma, une idée folle, un bluff qui pourrait sauver tout le monde ou le faire tuer dans les 10 secondes suivantes. « Cessez le feu », ordonna Dominic à la radio, d'une voix étrangement calme. « Toutes les unités, cessez le feu immédiatement. »« Tu es fou ?» cria Vincent. « Ils vont nous envahir. Faites-moi confiance. Cessez le feu maintenant. » Le silence s'installa lorsque les hommes de Dominic cessèrent de tirer. Un instant plus tard, déconcertés par ce calme soudain, leurs adversaires cessèrent également le feu. La nuit retint son souffle. Dominic prit une profonde inspiration, sortit du bureau, descendit les escaliers métalliques et traversa les portes principales de l'entrepôt. Il se tenait à découvert, complètement exposé devant 60 armes pointées sur lui. Les projecteurs éclairaient son visage si intensément qu'il ne pouvait pas voir les hommes qui tenaient les armes, mais il pouvait les sentir. 60 doigts serrant la gâchette, 60 cœurs attendant l'ordre de tirer. Dominic leva la main gauche, tenant la radio en l'air. De la main droite, il souleva la clé USB, argentée, la laissant capter la lumière. « Je suis Dominic Caruso. » Sa voix résonna dans le port silencieux, calme et autoritaire. « Nikolai Volkov est mort. » Un murmure parcourut les ombres armées. Le roi était mort. Je détiens tous les dossiers de Volkov. Tous les comptes bancaires, toutes les planques, tous les noms de clients, toutes les preuves contre tous les hommes présents dans ce port ce soir. Il laissa ces mots faire leur effet. Si je meurs, cette clé sera automatiquement transmise au FBI, au fisc et au Detroit Free Press. Vos visages, vos noms, vos crimes, tout. Silence. Silence absolu. Vous avez deux choix, continua Dominic, sa voix tranchant le brouillard comme une lame. Tuez-moi et demain, vous passerez le reste de votre vie dans une prison fédérale. Vos familles perdront tout ou vous pouvez monter dans vos véhicules et partir immédiatement. Ce soir, fit-il après une pause, Volkov est mort. Personne ne vous paye pour mourir pour un cadavre, mais je vous offre un avenir. Saisissez-le. Le silence s'éternisa. 1 seconde, 5 secondes, 10. Le cœur de Dominic battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. Puis un moteur rugit. Puis un autre, et encore un autre. La voix de Vincent retentit dans la radio, tremblante d'incrédulité. Ils baissent leurs armes. Ils montent dans leurs véhicules. Un à un, les SUV et les camions reculèrent. Les phares pivotèrent. Les moteurs rugirent dans la nuit. Les feux arrière rouges s'estompèrent dans le brouillard jusqu'à disparaître comme des fantômes se dissolvant dans l'obscurité. Les mercenaires étaient infidèles à l'argent, pas au cadavre, et le diable de Detroit venait d'acheter leur avenir avec un bluff. Elena resta debout près de la fenêtre dès que Dominic fut parti. Le manoir était silencieux autour d'elle, mais elle ne pouvait pas se reposer, ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait rien faire d'autre que rester debout devant la grande baie vitrée et fixer l'obscurité au-delà, guettant des phares qui ne viendraient peut-être jamais. Au loin, elle entendait le faible grondement des coups de feu qui roulaient à travers la ville comme un orage à l'horizon. Chaque rafale la faisait sursauter.
Chaque silence entre deux la faisait retenir son souffle. Elle n'avait pas prié depuis des années. Pas depuis la nuit où Rai était venu pour la première fois dans sa chambre. Pas depuis que Dieu s'était montré sourd aux cris d'une jeune fille de 14 ans. Elle avait abandonné la foi comme la foi l'avait abandonnée. Mais ce soir-là, ses lèvres bougèrent d'elles-mêmes. « S'il te plaît, fais-le revenir. S'il te plaît, je n'ai rien à offrir. Je n'ai pas le droit de demander, mais s'il te plaît, fais-le rentrer à la maison. » Les heures s'écoulèrent lentement, comme des animaux blessés. Minuit, 1 heure, 2 heures. Les coupes de feu cessèrent. Le silence qui suivit était pire. Puis, à 3 heures du matin, les portes en firent s'ouvrir. Les phares transperçaient l'obscurité. La Rolls-Royce noire remonta l'allée de gravier et s'arrêta devant les marches du manoir. Helena ne réfléchit pas, n'hésita pas. Elle dévala les escaliers, ouvrit la porte d'entrée et courut pieds nus sur le sol gelé. Les gravières coupants lui lacéraient les pieds. Le froid de novembre lui mordait la peau. Elle ne le sentait pas. Dominic sortait de la voiture lorsqu'elle l'atteignit. Elle se jeta contre sa poitrine, l'enlaçant de toutes ses forces, le visage enfoui dans son épaule. Elle se moquait du sang qui imprégnait son costume. Elle se moquait des cendres, de la poudre à canon et de la mort qui s'accrochait à lui. Tout ce qui lui importait, c'était qu'il était vivant. « Tu es blessé ?» sanglota-t-elle, ses mots étouffés contre sa poitrine. « J'avais tellement peur. J'ai entendu les coupes de feu. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Je suis resté debout à cette fenêtre pendant des heures et je ne pouvais rien faire d'autre que prier. Je n'avais pas prié depuis mon enfance, mais ce soir, j'ai prié pour toi. » Dominic resta figé dans ses bras. Personne ne l'avait serré ainsi depuis la mort de sa mère. Personne ne l'avait attendu pendant ces heures sombres. Personne n'avait pleuré de soulagement à son retour. Pendant 26 ans, il était rentré chez lui dans des pièces vides et silencieuses. Mais pas ce soir. Lentement, prudemment, comme s'il se souvenait d'une langue qu'il avait oubliée, Dominic leva les bras et les enroula autour d'Helena, la serrant contre lui. Il sentait sa chaleur imprégner son sang et le réchauffer. Il sentait son cœur battre contre sa poitrine. « C'est fini », murmura-t-il dans ses cheveux. « Volkov est mort, il ne te touchera plus jamais. Tu es en sécurité maintenant. Toi et Sofia, vous êtes toutes les deux en sécurité. » Helena leva son visage baigné de larmes pour le regarder. Ses yeux bruns cherchèrent les siens, à la recherche de la vérité, et elle la trouva. De petites pas résonnèrent à l'intérieur du manoir. Ils se retournèrent et virent Sofia debout en haut du grand escalier. Son ours en peluche déchiré serré dans ses bras, ses grands yeux bruns les regardaient. Elle portait une chemise de nuit blanche trop grande, ses boucles brunes ébouriffées par le sommeil, ses petites pieds nus pâles sur le marbre froid. « Monsieur Dominic. » Sa voix résonna clairement dans le silence de la nuit. Elle descendit les escaliers en courant, traversa le grand hall et se jeta contre les jambes de Dominic, le serrant comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Dominic baissa les yeux vers elle, cette petite fille courageuse qui avait osé regarder un monstre dans les yeux et demander de l'aide. Son cœur se serra d'une manière qu'il avait oubliée. Il s'agenouilla, un genou touchant le sol froid, afin d'être à sa hauteur. Sofia regarda son visage, les ecchymoses, le sang séché, ses grands yeux bruns remplis d'inquiétude. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle, sa petite main se levant pour toucher sa joue enflée avec une douceur étonnante. « Tu t'es battu contre le méchant ?» Dominic sentit sa gorge se serrer. « Oui, ma chérie, » dit-il doucement, « je me suis battu contre le méchant. » Sofia pencha la tête, l'observant avec un sérieux bien supérieur à son âge. « Tu as gagné ?» Dominic regarda dans ses yeux clairs, des yeux qui avaient vu trop de ténèbres pour quelqu'un d'aussi jeune, des yeux qui avaient néanmoins trouvé le courage d'espérer. Et pour la première fois en 26 ans, peut-être pour la première fois depuis la mort de sa mère, Dominic sourit, un vrai sourire. Pas le sourire froid d'un parrain de la mafia. Pas le sourire calculé des négociations. Un sourire qui atteignait le fond de ses yeux sombres et adoucissait les traits durs de son visage. « J'ai gagné, ma chérie. J'ai gagné. » Sofia rayonna et jeta ses bras autour de son cou, déposant un baiser sur sa joue meurtrie. « Je t'aime, monsieur. » Dominic. Quelque chose de chaud coula sur le visage de Dominic. Des larmes. Le diable de Detroit pleurait et il n'en éprouvait aucune honte. 1 an plus tard,
Les rumeurs à Detroit disaient que Dominic Caruso était devenu faible, qu'il avait disparu, qu'il s'était retiré dans une villa lointaine, laissant la ville se déchirer. Elles avaient tort. Dominic n'avait pas disparu. Il avait simplement changé les règles du jeu. Dans une banlieue tranquille, loin des rues sanglantes du centre-ville, se dressait une nouvelle maison, non pas une forteresse équipée de caméras et de barbelés, mais un véritable foyer, avec un large porche et des rosiers grimpants sur un côté, et une balançoire suspendue sous un vieux chêne dans le jardin. Un énorme Cane Corso noir était allongé sur la pelouse, profitant du soleil d'automne, les yeux bruns mi-clos, observant paresseusement une fillette de 6 ans qui dansait autour de lui, plaçant des couronnes de fleurs sur sa tête patiente. Dans la cuisine, Elena était assise, entourée de hautes piles de manuels scolaires épais. Elle n'était plus la serveuse épuisée qui jonglait entre 4 emplois et ne dormait que 3 heures par nuit. Elle étudiait le droit et pas seulement, elle était première de sa classe. À 27 ans, pour la première fois de sa vie, elle avait le temps de dormir suffisamment, de prendre 3 repas par jour, de rêver à l'avenir. Elle allait devenir avocate. Elle allait protéger les femmes comme celles qu'elle avait été autrefois. Elle allait faire en sorte qu'aucun enfant n'ait à endurer ce que Sofia avait enduré. La porte d'entrée s'ouvrit et Elena leva les yeux, incapable de réprimer le sourire qui se dessinait sur son visage. Dominic entra, non pas vêtu d'un costume 3 pièces sur mesure, ni avec un pistolet caché sous sa veste. Il portait un vieux jean et un t-shirt blanc couvert de chiure, le front couvert de sueur, un marteau à la main. Il rénovait lui-même le salon, construisait des étagères, créait un espace de jeu pour Sofia pour les jours de pluie. Le diable de Detroit passait désormais ses week-ends à construire des meubles et à peindre des murs, et il n'avait jamais semblé aussi heureux. « Papa !» Une voix claire retentit depuis le jardin. Sofia courut vers la maison, ses cheveux bruns flottant au vent, le Cane Corso trottinant derrière elle. Elle avait maintenant 6 ans. Elle était plus grande, plus forte, et il ne restait plus aucune trace de la peur qui hantait autrefois ses yeux. « Tu l'as eu, tu m'avais promis. » Dominic sourit, ce sourire chaleureux que seuls Elena et Sofia avaient vu, et sortit sa main de derrière son dos. Un ours en peluche tout neuf, mais pas un ours ordinaire. Cet ours portait un petit costume sur mesure, parfaitement ajusté, et sur sa tête était posé un fedora miniature incliné avec élégance sur le côté. « Je te l'avais promise, ma chérie, » dit Dominic en s'agenouillant pour le lui tendre. Les hommes Caruso tiennent toujours leurs promesses. Sofia poussa un cri de joie, serra l'ours dans ses bras, puis enlaça Dominic. « Je t'aime, papa, tu es le meilleur papa du monde. » Dominic serra sa file contre lui, et Elena vit ses yeux sombres briller dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers la fenêtre. « Je t'aime aussi, Sofia, » murmura-t-il, « plus que ma propre vie. » Elena s'appuya contre l'encadrement de la porte de la cuisine, regardant les 2 personnes qu'elle aimait le plus s'étreindre dans le salon, encombré d'outils et de sueur. Une lumière dorée emplissait la pièce et le chien s'étirait à leurs pieds. Une famille construite à partir de ruines, arrosée de sang et de larmes, qui s'épanouissait contre toute attente. Dominic leva les yeux et croisa le regard d'Elena. Le lien qui les unissait n'avait pas besoin de mots. Elle voyait dans ses yeux sombres tout ce qu'il ne pouvait pas dire. L'amour, la gratitude et la promesse silencieuse qu'il les protégerait de toutes ses forces. Il avait traversé l'enfer pour elle. Il avait brûlé son empire pour elle. Il était devenu un homme qu'il n'aurait jamais cru pouvoir être grâce à elle. Les gens disent qu'un monstre ne peut être racheté, qu'un démon restera toujours un démon. Mais parfois, si vous donnez à un monstre une raison d'aimer, c'est lui qui vous sauvera. L'histoire de Dominic, Elena et Sofia nous rappelle des vérités profondes qui résonnent dans le cœur de chaque être humain. Personne ne naît monstre, et personne n'est destiné à rester éternellement dans les ténèbres. Tout le monde porte des blessures. Tout le monde mène des combats que les autres ne peuvent voir. Et tout le monde, aussi brisé soit-il, aussi perdu soit-il, mérite une chance de retrouver le chemin de la lumière. Parfois, la rédemption ne vient pas des miracles ou des super-héros. Elle vient du courage d'une enfant de 5 ans assez brave pour lever la main et demander de l'aide. Elle vient d'une mère qui refuse d'arrêter de se battre pour sa fille. Elle vient d'un homme prêt à brûler tout ce qu'il a construit pour protéger quelqu'un qu'il connaissait à peine. L'amour n'est pas une faiblesse. L'amour est la force la plus puissante de l'univers.
Il peut adoucir les cœurs les plus durs. Il peut guérir les blessures les plus profondes. Il peut transformer les démons en gardiens et l'obscurité en aube. Et peut-être la plus belle leçon de toutes, nous nous sauvons les uns les autres. Ceux que nous sauvons finissent par nous sauver à leur tour.